compagnie de Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin. Steph, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va très bien. Donc, peut-être pour débuter, parlons de la LPHF. On en a parlé dans les dernières semaines. Ça approche de plus en plus. Les camps Ouais. d'entraînement, en fait, sont maintenant commencés également. Oui, ben dans le fond, c'est le camp final. Il voit un peu, la Ligue a décidé d'amener tout le monde à la même place. C'est Utica dans l'État de New York. C'est là que le prochain championnat du monde va avoir lieu au mois d'avril. Donc, d'amener les 6 équipes. Donc, il y a des matchs. Tout le monde joue 3 matchs. Donc, tout le monde joue l'un contre l'autre. Ben, chaque équipe contre chaque équipe. Puis par la suite, ben, il y a aussi des pratiques. Puis c'est de là que les dernières coupures vont être faites de chaque équipe. Puis après ça, une période de ballottage de 2 ou 3 jours pour l'annonce finale des équipes qui vont avoir lieu là. Je crois que c'est le 11, je crois que c'est lundi prochain. Donc c'est ça. Fait que c'est vraiment la dernière opportunité pour les joueurs qui ne sont pas signés de faire valoir leur talent pour inciter les équipes. Puis comme tout le monde est là, ben en même temps, ça donne l'opportunité aux autres équipes de voir certaines joueurs qui n'auraient pas été en mesure de voir, évidemment, comme tout est nouveau. Là, il n'y a pas de scouts là, qui se sont déplacés dans les autres marchés. Là. Mhm. Sinon, justement, comment ça se passe du côté du camp avec l'équipe de Montréalaise? Bon, on le voit, là, je pense qu'on a joué un premier match hors concours hier, si je ne me trompe pas. Oui, Donc, exactement. on commence à faire des tests, on teste des combinaisons, en fait, pour offrir le meilleur aliment possible dans quelques semaines. Oui, exactement. C'est beaucoup ça. Je pense que tu as le bon mot, c'est beaucoup des tests. Il y a déjà 15 signatures là, avec Montréal. Donc, il reste quand même, là, c'est 23. Hein, l'équipe monte jusqu'à 23. Donc, il y a quand même encore beaucoup d'opportunités. Puis, il y a 2 joueuses aussi de réserve là, qui sont des joueuses d'extra. Il y a plusieurs éléments. Là, elles n'ont pas toujours à y être, mais quand elles sont appelées, elles doivent être disponibles. Donc, il y a plusieurs règles pour être en mesure d'être une joueuse de réserve. Évidemment, il n'y a pas de club école, hein? Donc quand on a des blessés, puis on l'a vu, là, il y a quand même une Amber Ambrose qui a été blessée. On a vu aussi Anne-Renée, là, tout ça. Donc, les blessures, ça arrive évidemment assez fréquemment dans notre sport. Donc beaucoup d'opportunités encore, parce qu'il y a peut-être des joueuses aussi, justement, au balotage là, qui vont être saisies par certaines équipes. Des fois, une question de position. Des fois, on est mieux nanti à gauche qu'à droite ou inversement. Donc, ça amène cette opportunité-là pour tout le monde cette semaine. Mhm. En fin de semaine dernière, en fait, on a eu la confirmation que l'équipe jouerait à l'Auditorium de Verdun, mais également des matchs à la Place Belle pour cette première année. C'est quand même une belle nouvelle pour le hockey féminin, un amphithéâtre de plus de 10 000 personnes pour accueillir l'équipe de Montréal. Oui, exactement. Donc, la maison principale, si on peut dire, le centre d'entraînement et la majorité des matchs là, vont se jouer à l'Auditorium de Verdun au centre 2102. Puis, ben, 4 matchs quand même, ce qui est pas peu, comme tu le dis, ça amène un environnement, évidemment, qui est différent dans un grand amphithéâtre. Donc, on espère que les gens vont aussi démontrer là, leur appui à l'équipe dans un endroit ou dans l'autre pour venir. C'est sûr que l'ambiance dans un endroit comme Verdun est vraiment spéciale. On l'a vu avec des matchs l'an passé, entre autres un match de la Force là, qui avait été leur match d'ouverture. Il y avait près de 3000 personnes et c'était vraiment une super ambiance. Donc, on espère en avoir encore plus là, que le building soit plein, comme on dit, pour le 13 janvier, le premier match à la maison. Donc ça, c'est sûr que ça amène. L'ambiance a beaucoup à voir aussi avec le plaisir qu'on a d'être à l'aréna. On le sait, là, il y a quelques années, en Floride, c'était toujours, les gens en parlaient beaucoup, c'était vide, il n'y avait pas d'ambiance. Puis certains diront que même l'auditorium est presque aussi gros que l'aréna des Coyotes de l'Arizona, mais à quelques centaines près. Mais c'est ça. Puis ensuite, ben, d'avoir l'opportunité d'être dans un plus gros amphithéâtre, c'est aussi agréable. Puis les deux places sont assez accessibles. C'est relativement facile de s'y rendre, les transports en commun, tout ça. Donc, je pense que c'est un bon plan aussi pour donner des opportunités. Oui, puis c'est quand même un gros bond par rapport à, je repense à la Ligue canadienne de hockey féminin dans le temps et que c'était des matchs à la glace communautaire de la Place Belle. On est à un autre Ouais, niveau maintenant, là. oui, exactement. Là, les billets de saison sont en vente présentement, d'ailleurs, au grand public. Là. Il y a eu la vente qui a débuté la fin de la dernière semaine, là, qui était pour des gens qui avaient déjà donné un dépôt, qui s'étaient déjà montrés intéressés. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, on invite les gens là, à aller le point de vente. Les matchs de la PW sont là. Donc, les matchs individuels, là, je crois bien que ça va être début de semaine prochaine.
mais il y a déjà là, les passes de saison là, qui sont disponibles. Puis oui, comme tu dis, ben, on monte d'un autre niveau. Hein, puis ceux qui étaient autour des Canadiens ont travaillé extrêmement fort pendant des années pour donner des opportunités aux joueurs et aux gens de les voir. Puis là, ben, c'est sûr que ça doit prendre un autre niveau si on veut vraiment avoir une ligue professionnelle qui pardonne-moi le terme, là, sustainable. J'ai pas le mot en français dans ma tête. Qui se tient, tout simplement. Ouais, c'est ça, tu sais, qui est capable d'être pérennisé, je crois bien qu'il est le bon mot. Donc, dans le temps. Donc, c'est sûr que ce soutien-là est super, super important. On voulait aussi parler un peu de hockey universitaire. Donc, lorsqu'on regarde le classement, c'est la pause, en fait, des fêtes qui approche et Ouais. Concordia qui demeure invaincu pour cette première moitié de saison. Oui, ça fait longtemps là, que j'ai pas de souvenir à part les années extrêmement dominantes de McGill là, au début des années 2000. C'est probablement la dernière fois, assurément, là, qu'il y a eu une équipe là, qui n'avait pas de défaite avant Noël. Donc, Concordia, là, clairement, on le voit au niveau du différentiel. Donc, on est à plus 38. On voit Bishop et Montréal là, qui sont à plus 4, plus 5. Puis ensuite, on est dans le moins. Donc, ça descend beaucoup. Donc, on voit vraiment là, un trio, ben, on va dire non, il y a une équipe de tête, puis ensuite, là, on voit un duo, là, Bishop-Montréal, là, qui se sont échangés les places un petit peu depuis le début de la saison. Donc, il y a vraiment, là, on voit vraiment une dominance. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une dominance aussi nette et claire. Ça ne veut pas dire que les matchs sont nécessairement faciles, mais Concordia a vraiment une équipe là, qui est extrêmement bien balancée, énormément de pouvoir offensif, là, vraiment parmi les meilleurs joueurs offensifs là, de tout le sport, là, vraiment de tout le sport, le hockey universitaire canadien, pas juste québécois. Donc, en même temps, il reste 12 matchs. Donc, c'est sûr, hein, tout le monde veut se classer. Bon, je pense que présentement, à moins d'un revirement très, très grand, Concordia devrait terminer premier. Donc là, l'importance pour l'avantage de la glace au niveau de la première ronde des séries, c'est d'aller chercher cette deuxième place-là. Donc, c'est sûr que Ottawa encore dans le coup, un petit peu plus derrière Bishop et Montréal, mais quand même dans le coup. Donc, il va vraiment quand même avoir cette course à ces trois équipes-là pour être deuxième, avoir l'avantage, puis se classer. On connaît l'importance de gagner la première ronde. Ça nous assure une place au championnat canadien. Donc, ça, très important, qui, je crois, est en Saskatchewan cette année. Et on s'en est déjà parlé dans les dernières semaines, même années, mais on le sait qu'une première place au classement général n'assure pas non plus un championnat en série, donc ça serait assuré quand même. Ça reste qu'il va y avoir du hockey très intéressant malgré tout, même après la pause des fêtes. Là. Oui, exact. Il reste encore 12 matchs, donc c'est quand même une demi-saison. Donc, il y a encore d'excellentes parties là, à venir. Sinon, au niveau collégial, il reste encore un week-end d'activité avant la pause des fêtes de ce côté-là. Oui, exact. Donc, le collégial commence toujours avant et termine un petit peu plus tard. Donc, à nouveau, là, on voit, on en a parlé quelques fois, le trio de tête qui est là. On voit que quand même, là, John Abbott et Limoilou se sont légèrement détachés. À deux équipes. Là. Donc, on voit même au niveau de leur différentiel qui est quand même quelque chose là, qui veut dire beaucoup, qui donne quand même une idée là, de la qualité de l'équipe qu'on a quand on est capable d'aller vraiment marquer beaucoup plus de buts que l'adversaire. On voit Dawson là, cette année qui a vraiment qui a remonté au classement, on le voit nettement. Donc, et dans la course vraiment avec un André Laurando qui dans les dernières années était comme tout seul au niveau du 4e rang. On avait vraiment le trio André Laurando, puis ensuite, c'était beaucoup plus bas. Tandis que là, on voit que cette année, Dawson a vraiment remonté. Donc, on voit là les deux équipes là, entre 4 et 5 qui font l'échange un petit peu. Puis bon, c'est sûr qu'on a deux équipes là, qui sont vraiment là, au bas du classement. Donc, c'est le week-end, hein, c'est le dernier week-end avant la pause pour le collégial aussi. Donc, on va être capable de voir là, quelle des deux équipes de tête va terminer premier pour partir pour la pause des fêtes. Oui, effectivement. Et comme tu le dis, on le voit, le fait en fait que ces deux équipes-là se détachent également dans le classement des marqueurs, en fait, au niveau collégial. Oui, exact. Donc, on en a parlé la dernière fois, les deux Françaises là, qui dominent la Ligue actuellement. Donc, on voit John Abbott, Limoilou, le Knoxville là, qui sont top 10, top 12 même, je crois, là, pour ces deux équipes-là. Donc, il y a vraiment, vraiment une dominance là, nette et précise là, avec ces trois équipes-là. Et ça sera également à suivre au retour des fêtes par la suite. Écoute, un gros merci, Steph, et on s'en parle la semaine prochaine. Super, bonne semaine.